Bonjour à tous et merci pour votre invitation à parler de ce sujet, donc comment introduire une immunothérapie par checkpoint inhibitor chez les patients qui sont porteurs d'une pathologie auto-immune. Donc, je suis médecin à Gustave Roussy dans le service des essais thérapeutiques précoces notamment. Et donc, je vais vous présenter l'agenda suivant. Donc, d'abord des informations générales, des informations de vie réelle et d'essais cliniques. Et puis ensuite, une discussion sur comment gérer ces patients en pratique clinique et puis puis quelques diapositives de conclusion. Alors tout d'abord, pour rappeler le bénéfice des immunothérapies qui ont significativement amélioré le pronostic des patients, notamment dans les études des patients avec un cancer métastatique, avec un suivi qui est maintenant très prolongé, qui dépasse 10 ans. Ici, c'est une étude pour le nivolumab qui montre que le bénéfice est obtenu avec un point d'inflexion après 3 ans et que ces patients atteignent un plateau, pratiquement plus d'événements, et que les immunothérapies peuvent être combinées entre elles, notamment avec l'ipilimumab pour augmenter le taux de réponse et de contrôle de la maladie. Alors le versant inverse donc, a déjà été détaillé par le topo suivant, donc très brièvement, il s'agit d'effets secondaires immunomédiés, donc de réactions inflammatoires qui peuvent toucher à pratiquement tous les organes, qui sont plus ou moins fréquentes. Le plus souvent, dans la grande majorité des cas, dans 80-90% des cas, ces réactions sont modérées, peu sévères en tout cas, le plus souvent réversibles sous corticoïdes, parfois qui nécessitent des discontinuations de l'immunothérapie, soit permanentes, soit transitoires, et que 20 à 30% dans les essais cliniques, les patients sont traités par corticoïdes, et qu'une petite fraction, donc 5% des patients, nécessitent un traitement immunosuppresseur pour gérer ces réactions. Alors, la tolérabilité et les effets secondaires en termes de fréquence, c'est très variable par rapport au régime d'immunothérapie. Donc ici, c'est les différents protocoles d'immunothérapie par checkpoint inhibitor. Donc tout à droite de la diapositive, c'est le taux le plus significatif d'effets secondaires jusqu'à 60% de grade 3, 4. Donc c'est très important. Et puis tout à gauche de la diapositive, bah, c'est les anticorps les moins associés avec des réactions auto-immunes, donc notamment les anticorps PDL1 qui sont a priori les mieux tolérés par rapport aux combinaisons avec anti-CTLA4 notamment. Alors ça a déjà été dit dans le topo précédent, mais c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler. Ici, ça c'est les résultats de l'étude de la RCP de Gustave Roussy. On avait regardé l'incidence des effets secondaires par rapport à leur sévérité. Et effectivement, comme ça a été dit, les effets secondaires les plus sévères, donc les grades 3-5, surviennent un petit peu plus précocement que les effets secondaires de faible grade. Donc il y aurait bien deux profils, en tout cas un patient qui va présenter une réaction immédiate ou dans les premières semaines et potentiellement en plus à risque d'une sévérité plus élevée. Donc ça, c'est effectivement important pour la gestion des patients. Et puis l'autre chose aussi qu'on a maintenant bien déterminé, c'est que les patients qui ont un traitement dans le cadre d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant ont probablement plus de réactions auto-immunes sévères que les patients traités dans une situation métastatique. Peut-être que leur système immunitaire est plus vigoureux et apte à générer des réactions auto-immunes. Et ça a été montré, enfin ça on peut le déduire par rapport aux données des essais cliniques, notamment avec l'ipilimumab. C'est pas, a priori, c'est pas aussi significatif avec les anti-PD1. Alors, les liens entre les pathologies auto-immunes et le cancer sont multiples. Ici, c'est une revue, un exemple par rapport aux maladies auto-immunes inflammatoires digestives et le risque de cancer chez ces patients. Et les relations entre les maladies auto-immunes et le cancer, en fait, sont multiples, évidemment. L'inflammation chronique des muquilles est un facteur de risque de développer un cancer digestif, mais aussi les traitements qui sont donnés pour la maladie auto-immune peuvent diminuer le système immunitaire et générer un risque de cancer extra-digestif. Par ailleurs, les traitements immunosuppresseurs en eux-mêmes, notamment les antimétabolites par exemple, ou les médicaments qui vont agir sur le cycle cellulaire peuvent également générer
des risques de cancer secondaire, par exemple par myélodysplasie, même si ces médicaments sont maintenant de moins en moins utilisés. Alors, dernière information, dernière discussion, il y avait cette question des facteurs de risque des patients qui sont traités par immunothérapie. Il y a plusieurs facteurs de risque, hein, des patients. Le plus important, ça va rester quand même le patient qui a des antécédents d'auto-immunité. Et ces patients sont plus à risque de faire des réactions auto-immunes ou de faire des poussées de maladies auto-immunes. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont associés à le sexe féminin, dans certaines études qui a été montré comme significatif. Et puis aussi, il y a les comorbidités pulmonaires ou hépatiques. Par exemple, les patients qui ont une fibrose pulmonaire ont plus de risque de faire une pneumopathie inflammatoire. Et puis également, certains marqueurs inflammatoires périphériques sanguins, le taux de CRP, le ratio neutrophile sur lymphocyte, pourraient être associés à des risques plus élevés de réactions auto-immunes sous traitement. Alors, bien entendu, il y a aussi les traitements en eux-mêmes. Donc, les anti-CTLA-4 sont plus pourvoyeurs d'auto-immunité. Puis, il y a des facteurs aussi liés à, à l'hôte, à la génétique. Donc, ça a été discuté en partie, hein. On a vu que dans le topo précédent, que les patients avec un thymome, par exemple, étaient quand même beaucoup plus à risque de faire une myocardite. Et les patients probablement avec un thymome sont aussi plus à risque de faire des réactions auto-immunes de par le site de leur tumeur. Alors, la question aujourd'hui, c'est celle des patients qui ont une maladie auto-immune et comment est-ce qu'il faut gérer ces patients-là? Est-ce qu'il faut les contre-indiquer? Est-ce qu'il faut modérer leur programme de traitement? Donc, les données de notre registre, en tout cas sur les 400 premiers patients ou 356 premiers patients traités à Gustave Roussy, on avait regardé cette question-là. Et finalement, bah, comme vous voyez, les patients n'étaient déjà plus contre-indiqués dans la vie réelle, puisque 93% des patients avec un antécédent en fait de maladies auto-immunes qui sont décrites ici, donc soit un syndrome paranéoplasique, soit une autre réaction auto-immune. Alors il y avait aussi des patients avec d'autres comorbidités, réactions allergiques importantes ou greffe d'organes. En fait, dans 93% des cas, les patients n'étaient pas contre-indiqués pour débuter le traitement par immunothérapie. Donc cette contre-indication qui était dans les essais thérapeutiques, dans la vie réelle, c'est infléchi et n'a pas été transposé dans la vie réelle pour des raisons que l'on va voir ici. La première, c'est que en fait, ces patients donc, font plus de effets secondaires auto-immuns. Vous voyez ici les courbes de survenue de Kaplan-Meier chez les patients qui ont une maladie auto-immune, donc en bleu par rapport à ceux qui n'en ont pas en jaune. Donc ils ont plus effectivement plus rapidement vont faire un effet secondaire auto-immun. En revanche, leur survie globale est identique, donc il n'est pas licite de contre-indiquer formellement, en tout cas, ces immunothérapies, mais d'assouplir la règle de contre-indication et de proposer probablement plus des précautions d'emploi. Alors ensuite, il y a eu beaucoup d'études ou de registres qui ont étudié le risque de flair, c'est-à-dire de faire une poussée de maladie auto-immune en cours d'immunothérapie. Ce risque est très variable d'une pathologie à l'autre, entre 17% pour les lupus jusqu'à... Pardon, oui, effectivement, 17% pour les lupus et jusqu'à 80% de risque pour les patients qui ont soit des polyarthrites rhumatoïdes ou polymyalgia rheumatica ou myasthénie myosite. Donc le risque est très variable en fait d'une pathologie à l'autre et peut maintenant être mesuré et anticipé. Alors, quelle est la question des patients qui ont la spécificité d'avoir un syndrome paranéoplasique? Donc, dans cette étude, ont été étudiés les patients donc, qui avaient un syndrome paranéoplasique. Alors, c'est un tout petit effectif, hein, c'est simplement 16 patients. Et on voit que chez ces 16 patients, donc, les syndromes paranéoplasiques étaient très variés, mais que 50% des patients ne faisaient pas de poussée de leur syndrome paranéoplasique et que 25%, enfin un quart et un quart, faisaient une aggravation du syndrome paranéoplasique, mais une réponse au traitement. Et le dernier quart, donc une aggravation du syndrome paranéoplasique, mais sans réponse thérapeutique. Donc là, clairement, un non-bénéfice au traitement. Mais globalement, on pourrait dire que pratiquement trois quarts des patients peuvent bénéficier de l'immunothérapie
heu, malgré le fait effectivement que 50 des patients ont quand même un flair de leur, syndrome paranéoplasique, ce qui nécessite, une anticipation pour gérer cette complication. Alors, autre situation qui a été étudiée dans cette étude, chez les patients qui ont une sclérose en plaques, dans les antécédents et qui ont débuté une immunothérapie. En fait, en réalité, un seul patient, ici avec le symbole en triangle, a présenté une poussée de sclérose en plaques, environ 6 mois après le début de l'immunothérapie, heu, ce qui, voilà, fait un risque de flair à environ 9 et ce qui, semble acceptable pour, proposer l'immunothérapie, chez des patients. On était ici, dans des contextes de patients qui étaient traités pour des, cancers, avancés ou métastatiques. Alors, autre question qui a également été étudiée dans cette étude, qui avait d'ailleurs été faite avec, Oscar Lambré, sur, les patients, qui étaient, traités par, immunothérapie et qui avaient comme antécédent une sclérodermie, systémique, donc 17 patients inclus dans cette étude. Et l'âge médian était de 59, principalement des patients traités pour des cancers pulmonaires. Heu, principe 41 des patients avec des anti-SCL70. Le délai médian était assez élevé, à 3,7 ans entre le diagnostic de sclérodermie et le début de l'immunothérapie. Et le risque de flair, enfin le fait de faire un flair avait concerné 24 des patients. Et par contre, la moitié des patients répondaient au traitement, 53 de réponses objectives. Donc les patients peuvent présenter effectivement, comme dans toutes les études, une augmentation de la maladie auto-immune, mais heu, contrôlée, en tout cas pas, la majorité, et puis des réponses en thérapeutique peuvent être observées, ce qui fait que ce traitement, peut être proposé, chez ces patients. Alors, en gestion clinique, en pratique, on pourrait dire qu'il faut peut-être bien identifier, en fait, la situation du patient par rapport à sa maladie auto-immune et puis son cancer. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Donc la plupart des cas, j'ai pas encore de données chiffrées, mais la plupart des cas, heu, a priori non. Les patients ont un antécédent très ancien de polyarthrite rhumatoïde, de Mickey, de PTI, et en fait font un autre événement, qui n'est pas du tout lié, à leur maladie auto-immune, qui est un événement néoplasique. Et là, globalement, dans tous les cas, on pourra débuter le traitement par immunothérapie. La situation est peut-être un peu plus, discutable, ou discutée en tout cas, par rapport aux patients qui ont un lien entre la maladie auto-immune et le cancer, qu'il s'agisse notamment de syndrome paranéoplasique, fortement liés au cancer comme les dermatomyosites, les myasthénies et les thymomes, les encéphalites avec anticorps onconeuronaux. Ces patients, auront clairement un risque d'aggravation de leurs symptômes qui devra être anticipé et géré. Et dernière situation, les patients qui ont une maladie auto-immune avec une prédisposition qui est liée au cancer, donc une MICI avec un cancer colorectal ou une sclérodermie, un cancer pulmonaire. Donc on commence à avoir des données, chez ces patients, qui, permettent de mesurer le risque de poussée de maladie auto-immune en cours de traitement. Alors, peut-être ce qui est important aussi à retenir, c'est la cinétique de la pathologie. S'il s'agit d'une pathologie auto-immune dans l'enfance et que le patient, le après 60 ans, développe, la nécessité d'un traitement pour une indication oncologique, globalement, je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à le débuter, quand on voit, ce type de cinétique. Les patients qui ont une maladie auto-immune dans la deuxième partie de la vie avec une nécessité de traitement par, par immunothérapie, ces patients, par exemple, qui ont une polyarthrite rhumatoïde et qui vont développer, une néoplasie, bon, il va falloir également, leur proposer, le traitement. On sait qu'il y a un risque de poussée, plus élevé, mais qui pourra, nécessiter peut-être un traitement de fond, un ajustement thérapeutique. Ces patients ne doivent pas être contre-indiqués. Par contre, la dernière situation est peut-être un peu plus problématique. Les patients qui ont une maladie auto-immune qui est fortement associée au cancer, à l'évolution du cancer, qui n'est pas contrôlée, ces patients devraient plutôt avoir un contrôle de leurs symptômes, parce qu'on sait que si on débute une immunothérapie dans ce, contexte-là, on va s'exposer à un risque d'aggravation, majoration des symptômes. Il faut peut-être d'abord envisager soit une alternative thérapeutique, soit envisager un traitement du syndrome paranéoplasique, en tout cas avant de commencer l'immunothérapie. Alors, évidemment, tout se discute. L'indication de l'immunothérapie est
bien sûr à voir en priorité. Les patients qui ont une maladie auto-immune très ancienne et un cancer métastatique, la balance est très en faveur de débuter l'immunothérapie. Les patients qui vont avoir un traitement dans le cadre d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant vont aussi avoir une balance qui va être très en faveur de l'immunothérapie devant les données des essais cliniques. Néanmoins, peut-être que la balance sera un petit peu moins forte. Et enfin, bon, la situation n'existe pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra se poser la question s'il y a des interventions thérapeutiques beaucoup plus précoces dans le futur et que ces patients ont des maladies auto-immunes. Là, bien sûr, il faudra peut-être restreindre un petit peu les indications, en tout cas être plus restrictif par rapport à ces indications, par rapport aux antériorités. Alors, en pratique clinique, ce qui est fait, hein, c'est d'anticiper la réaction auto-immune, d'anticiper le flair de la maladie auto-immune, et puis de voir, d'avoir une bonne coordination entre le spécialiste organe et l'oncologiste pour généralement, dans la grande majorité des cas, répondre favorablement à débuter le traitement par immunothérapie. Et puis après, il y a la question également qui va être posée de savoir est-ce que ces patients, s'ils font une poussée de maladie auto-immune, peuvent recevoir un traitement par immunomodulateur ou immunosuppresseur pour leur maladie auto-immune. Alors il faut anticiper cette question-là et, peser le rapport bénéfice-risque, bien mesurer le fait que ces patients ont une comorbidité oncologique et donc un risque potentiellement d'immunité fragilisée et vérifier bien sûr les interactions médicamenteuses comme nécessaire. Euh, pour être suggéré donc une grille décisionnelle, on pourrait dire préthérapeutique chez les patients donc, qui ont une maladie auto-immune, on va dire très sévère, en poussée très active, avec une cinétique très associée à l'oncologie, peut-être qu'il faut reporter ou choisir une autre option. Pour les patients, sinon pour la grande majorité des cas, des patients qui ont simplement un antécédent ancien, une maladie auto-immune qui est stable, qui est inactive. À ce moment-là, le traitement ne doit pas être contre-indiqué. Par contre, ces patients doivent être surveillés de manière un petit peu plus accrue par rapport au dépistage de leurs complications auto-immunes en cours de traitement. Donc en conclusion, les maladies auto-immunes préexistantes ne sont plus de facto une contre-indication à l'immunothérapie avec les données de vie réelles. Il y a un intérêt de continuer à alimenter les registres et les études de vie réelle pour améliorer la connaissance des profils de tolérance chez ces patients. Bien sûr, l'avenir serait d'identifier, de trouver des biomarqueurs d'auto-immunité pour une approche plus personnalisée, plus sûre. Et l'objectif reste celui de améliorer le pronostic et les traitements oncologiques, notamment par immunothérapie, qui sont généralement des traitements qui sont mieux tolérés que les traitements plus cytotoxiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis preneur de quelques questions. Merci beaucoup, Dr. Michaud, pour cette présentation extrêmement claire. Donc, je rappelle à nos auditeurs en ligne que vous pouvez poser des questions dans le chat. Est-ce que dans la salle, il y a des questions, des remarques éventuelles? Oui, ça pourrait être un petit peu contre-intuitif de dire que sur des maladies auto-immunes associées à un cancer ou paranéoplasique, en fait, on décale le traitement du cancer pour traiter la maladie auto-immune. On pourrait dire peut-être que traiter le cancer aussi activement pourrait participer au contrôle de la maladie auto-immune, mais votre message a été très clair. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce relatif paradoxe, on va dire? Oui, en fait, je voulais dire de décaler en fait l'introduction de l'immunothérapie pour privilégier effectivement une option alternative, par exemple une chimiothérapie ou un traitement, une thérapie autre. Donc c'était plus dans ce sens de proposer soit, par exemple, on a eu plusieurs patients qui avaient des syndromes paranéoplasiques associés à un cancer du poumon et qui avaient une indication pour immunochimiothérapie. Et ces patients ont d'abord reçu 1 ou 2 cycles de chimiothérapie. L'introduction de l'immunothérapie a été différée pour le cycle 2 ou le cycle 3. Donc c'est en ce sens que je voulais parler de décalage de traitement, parce qu'effectivement, les patients qui ont un syndrome paranéoplasique fortement lié à la maladie cancéreuse doivent avoir effectivement un contrôle de leur pathologie cancéreuse en priorité. Mais ce qui veut dire que finalement, ce mécanisme de réaction auto-immune paranéoplasique
suit les mêmes canaux que le traitement d'immunothérapie et que l'immunothérapie, comme vous le faisiez remarquer, au lieu d'éteindre l'incendie, viendrait accroître le syndrome paranéoplasique finalement. Ce qui fait que nous, en oncologie médicale, on a toujours tendance à se dire quand on traite le cancer, probablement on améliore le syndrome paranéoplasique, mais ce n'est pas l'attitude qu'il faut retenir avec l'immunothérapie quand on a besoin de. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, quand on a vu que dans pratiquement tous les cas de syndrome paranéoplasique et dans toutes les séries, notamment bah, celle que vous avez montrée, je pense, dans le topo précédent, euh, sur les dermatomyosites, il me semble, l'étude de la PHP, en fait, quand on reprend les sérums des patients, les patients ont déjà en fait en pré-traitement des détections d'anticorps associés au syndrome paranéoplasique et en fait l'immunothérapie ne fait que révéler. Donc on sait que les patients qui ont déjà des symptômes, voilà, il faut rajouter une immunothérapie seule et probablement est pas la bonne solution parce que le risque d'aggravation des syndromes du syndrome paranéoplasique est très élevé et il faut peut-être essayer soit de la différer à son introduction, soit d'abord commencer un autre traitement ou éventuellement trouver si on a à disposition un traitement efficace du syndrome paranéoplasique, le donner avant de commencer l'immunothérapie. J'ai une question. Est-ce qu'il y a finalement pour ces maladies auto-immunes, si des patients sont encore traités, est-ce qu'il y a des traitements qui sont, je veux dire, déconseillés ou qui vont limiter l'efficacité attendue de l'immunothérapie est-ce que la dose de cortisone, est-ce qu'il y avoir du méthotrexate, est-ce qu'il y avoir du CELCEP, etc. Est-ce que là, on parle que des patients naïfs de traitement qui sont, ou est-ce Ouais. qu'il y a des traitements qu'il ne faut pas considérer parce qu'on sait qu'on va limiter l'effet attendu ou le bénéfice espéré de l'immunothérapie? Oui, alors il y a pas mal de données en fait sur cette question. Alors pour les corticoïdes, les patients donc bon, c'est toujours un peu difficile mais de savoir parce que quelle est exactement l'indication des corticoïdes. Euh, c'est pas d'une clarté absolue. Les patients qui ont des corticoïdes au départ de baseline avant immunothérapie répondrait moins bien à l'immunothérapie. Mais dans ces études, en fait, la plupart des patients qui répondent moins bien ont des corticoïdes parce qu'ils ont une indication oncologique, ils ont des soins palliatifs, ils ont des métastases cérébrales. Donc en fait, c'est pas vraiment très clair. Le message qui est globalement laissé, c'est toujours le même, hein. Si le patient est sous corticoïde à pleine dose, il faut quand même essayer à un moment donné de réduire la corticothérapie à la dose minimum efficace. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Mais en tout cas, c'est toujours l'objectif qu'il faut avoir. Après, pour la question des immunosuppresseurs, bah, c'est globalement aussi la même. Il y a une étude qui avait montré que les patients sous immunosuppresseurs pouvaient moins bien répondre à l'immunothérapie dans le cadre d'une maladie auto-immune. Donc il faut essayer de s'efforcer chez ces patients euh, bah, de réduire la dose d'immunosuppresseurs le plus, retrouver soit la dose minimum efficace, soit soit si possible de réduire. Alors nous, en fait, quand on commence l'immunothérapie, on le fait pas tout de suite, on laisse le patient sous son traitement, on anticipe la baisse, le patient commence à avoir un cycle ou deux d'immunothérapie, et si tout se passe bien, on baisse progressivement les immunosuppresseurs pour ne pas faire trop de changements thérapeutiques sur le même moment, mais c'est effectivement la question qu'il faudra se poser, c'est d'essayer de baisser l'immunosuppression. Et pour rebondir d'ailleurs, merci. Pour rebondir, si vous présentiez au tout début la question des patients greffés, il me semble qu'il est quand même donné dans la littérature pour les patients greffés, ce n'est pas compatible avec l'immunothérapie, ça reste pas compatible avec l'immunothérapie, on est d'accord. Vous auriez tendance à revenir sur cette question. Est-ce que vous pouvez j'ai pas attrapé la question. Pardon, excusez-moi, le début de votre présentation, vous évoquiez à un moment donné les patients qui sont greffés, qui ont une greffe d'organes. Ouais. Pour moi, à ma connaissance, dans la littérature, les patients qui étaient greffés faisaient des rejets de greffons pour les rares tentatives qu'il y a eu d'essayer de l'immunothérapie. Mais on reste toujours aujourd'hui sur cette question-là. On a une approche qui peut être différente, qui pourrait permettre un jour de proposer de l'immunothérapie aux patients greffés. Alors, c'est une bonne question. Alors, je crois que ça dépend beaucoup de la greffe d'organes.
il y a quand même pas mal de données maintenant pour les patients qui sont greffés, notamment pour, je crois, pour la greffe de rein, hein, avec des données de tolérance qui sont décrites. Il faudra retrouver exactement les données, mais je crois qu'il y a vraiment une possibilité. En tout cas, nos greffeurs, en tout cas à Paris Sud, l'envisagent, hein. Donc, ce n'est plus une contre-indication. Par contre, effectivement, les patients qui ont des greffes d'autres organes, notamment pulmonaires ou cardiaques, euh, il y a beaucoup moins de données, beaucoup moins de recul. Je crois que bon, il faut toujours discuter, hein, avec le greffeur, la possibilité de si le traitement voilà, parce que si c'est la seule alternative thérapeutique aux patients, il faut quand même peut-être de toute façon en discuter, hein. Oui, bonjour Jean-Marie, merci pour ton topo, Anthony Turpin, Lille. C'était pour rebondir sur les données de vraie vie de Gustave Roussy du registre. Est-ce que tu as des signaux d'alerte avec les biimmunothérapies versus les schémas de monothérapie, style niveau IPI, durvaltrémé ou autres biimmunos? Oui, bah, les combinaisons sont plus. Alors, avec les maladies auto-immunes, non, j'ai pas de données spécifiques, hein. On les J'ai pas de données. contrainte un peu plus Ouais. facilement, ou c'est ça la question sous-jacente? Mais oui, oui, alors effectivement, ouais, bah, bien sûr. En fait, alors si on a le choix, après, c'est les dermatologues qui vont se prononcer sur ça. Mais effectivement, en général, les patients qui ont un antécédent de maladie auto-immune vont plutôt avoir des monothérapies plutôt que des combinaisons par bithérapie, hein. Ouais. Je crois qu'on est resté sur cette approche, ouais. Sans vraiment donner dans le rein, quand je pense au niveau épi et immuno-TKI, on va plutôt prendre l'immuno-TKI si la pathologie. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations très claires.